Est-ce que vous voulez savoir où investir en 2024? Eh bien, aujourd'hui, j'accueille Timothée Moirou. Merci pour l'invitation. Super, ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Timothée, il est médecin généraliste de profession. Yes. Beaucoup le connaissent parce que il a été découvert par l'émission, en tout cas le podcast Sans Permission. Beaucoup de personnes t'ont connu par rapport à ça. Tu as une chaîne YouTube aussi où tu expliques tes principes d'investissement immobilier. Tu as Yes. d'autres casquettes aussi où on aura le temps de pouvoir en parler. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'investissement en province, parce qu'on a une particularité, un point commun aussi, c'est que Ouais. on investit dans des coins un peu reculés de France. On est tous les deux des bouseux, comme on dit. Exactement. Et je pense que ça peut parler à pas mal de personnes, justement. On parle souvent de Paris, d'investir dans les grandes villes aussi. Et le but de cette vidéo, c'est de parler justement de l'investissement un peu plus reculé en province qui, pour moi, est tout aussi fructueux. Donc, on va y revenir. Avant toute chose, profitez de cette occasion pour vous abonner aussi à la chaîne. Et puis, vous pouvez laisser le mot province et puis on vous mettra en bonus une liste des meilleures villes pour investir justement sur la période 2024-2025. Donc Timothée, moi ce qui me frappe avec toi, c'est que tu as plusieurs casquettes. Tu es médecin, on te voit sur Internet, tu cumules des millions de vues aussi avec tes vidéos. Tu as pas mal d'activités, tu as investi aussi massivement. Comment tu fais pour trouver le temps de faire tout ça? Il y a plein de choses. Je pense que la première, c'est que je travaille beaucoup. Vraiment beaucoup, 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 hein, entre 70 et 80 heures par semaine. Ça m'arrive même parfois de travailler pendant 24 heures d'affilée. C'est-à-dire de commencer lundi matin à 8 heures, de travailler toute la journée sur mes activités extra-médicales, par exemple, de prendre ma garde à l'hôpital à 18h30, de bosser non-stop, d'arriver à dormir peut-être 1 ou 2 heures dans la nuit et de finir à 8h30 le lendemain. Et je réenchaîne sur ma journée de boulot de lendemain, donc même parfois 36 heures de taf d'affilée. Donc je pense qu'il n'y a pas de secret. Forcément, c'est ce qui joue et c'est ce qui m'a permis de faire pas mal de choses. La deuxième chose, je pense que moi, j'ai évolué en province. Et je pense qu'en province, on a beaucoup d'avantages qu'on n'a pas forcément dans les grandes villes. On aura l'occasion d'en parler, notamment une accessibilité des différents produits d'investissement. Je pense bien évidemment à l'immobilier, mais à plein d'autres choses. La connaissance, les loisirs, les rencontres, etc., qui se font de manière différente. Ce n'est pas la même ambiance que dans les grandes villes. Et puis de manière générale, un bon entourage, une femme exceptionnelle, des parents géniaux, et ça aide forcément au quotidien, quoi. Super. Donc, on l'a dit, tu es médecin de province, tu es aussi investisseur immobilier, tu es aussi papa, Yes. tu l'as Yes. dit, une petite fille. Ouais, une petite fille, exactement. Super. Alors, comment tu passes de ce côté-là, médecin de province, avec toute la charge aussi familiale que tu as, à investisseur immobilier? C'est quoi la passerelle entre les deux? Ben, je dirais que en fait, c'est un tout. Alors déjà, moi, j'ai commencé à investir dès ma deuxième année de médecine. Donc moi, j'ai toujours fait les deux. J'ai même jamais vécu en faisant que l'un ou que l'autre, hein, puisque j'ai fait les deux en même temps. Pour la petite histoire, moi, j'ai eu un cabinet de thérapie à la fin de ma première année de médecine. J'ai décidé d'ouvrir. J'étais passionné de psychologie, où j'ai fait pas mal de thérapies plutôt dans une mouvance brève. Donc, ce qu'on appelle les thérapies américaines modernes aujourd'hui, à savoir l'hypnose, la programmation neurolinguistique, les thérapies familiales, la sexothérapie, qui sont des domaines qui me passionnent vraiment beaucoup. Et c'est ce qui a été ma première activité, ce qui m'a permis d'acheter mon premier petit immeuble de rapport à moins de 200 000 euros. Donc oui, en province, à moins de 200 000 euros, on peut acheter un immeuble, chose qu'on ne peut pas faire forcément à Paris ou dans les grandes villes. Et puis ça s'est fait en fait de fil en aiguille derrière, en continuant à travailler sur les deux domaines. Donc j'ai pas vraiment... souvent, on me pose la question, comment est-ce que tu t'organises au quotidien pour basculer de l'un à l'autre? En fait, il n'y a pas de basculement parce que c'est un tout. Et moi, ce qui me plaît, c'est justement multimatière et de pas tout le temps réfléchir que sur l'aspect médical avec les gens, mais aussi parfois réfléchir sur l'aspect business, parfois passer du temps en famille. Et j'aime faire un peu de tout tous les jours. Super. En tout cas, et tu as abordé un sujet qui est important, c'est l'aspect psychologie. Ouais. Est-ce que ça t'a servi, justement, soit pour te lancer ou alors pour développer ton patrimoine immobilier? Est-ce que c'est un aspect, l'aspect psychologique qui t'a servi dans ta carrière d'investisseur? Ouais, je pense que l'aspect psychologie, ça sert dans la vie, en fait, au sens large, parce que l'immobilier, peut-être plus que d'autres matières, c'est un sport d'humain. C'est une histoire d'humain, c'est une histoire de carnet d'adresses, c'est une histoire de rencontres. Et tout ça, évidemment, si on arrive à comprendre les gens, comprendre ce qu'ils veulent, comment ils fonctionnent, quoi dire, comment le dire et à qui le dire, ça peut démultiplier l'impact qu'on a. Et c'est vrai pour n'importe quel métier, je pense, d'humain. Alors, mis à part si on travaille qu'avec des robots, mais il y a assez peu de personnes pour qui c'est le cas. En tout cas, pour l'immobilier, ça fait la différence. Ouais. Ok, donc on va revenir sur ton parcours. À la base, tu as fait des études de médecine. Ouais.
OK. Heu, Je suis en dernière année d'ailleurs d'études de et tu médecine. tu es encore, Ouais, encore je suis un en éternel dernière étudiant année, ouais. alors? Ouais, exactement. Bah, c'est 10 ans, hein, donc enfin, c'est 10 ans maintenant. Pour moi, c'était 9. Et maintenant, la spécialité médecine générale est passée à 10 ans, 4 ans d'internat, plus 6 ans de cursus de base. Donc ouais, ça fait une petite tirée, quoi, depuis le lycée. OK, super. Ça te plaît encore de c'est encore parce que c'est quand même long Ouais, et du coup, tu as toujours cette énergie et cette passion pour pouvoir, étudier et finir, ton cursus parce que ouais, l'investissement immobilier, ça prend quand même pas mal de temps? c'est sûr. Alors, en sachant que nous, sur la deuxième partie de notre cursus dans les études de médecine, de la septième année jusqu'à la 10e année, c'est quasiment que de la pratique. On a assez peu de cours. Donc moi, maintenant, je suis médecin remplaçant. Donc, je veux dire, je passe plus de temps comme un médecin qui a fini ses études qu'un étudiant de troisième, quatrième, cinquième année. Donc maintenant, je passe ma vie à soigner des gens, quoi, hein, grosso OK. modo, toute la journée. Et je suis plus à la fac, dans les bouquins, etc. Super et donc alors raconte-nous, quelle est ta ville de prédilection, là où tu investis? Est-ce que tu peux nous dire de quelle, dans quelle province Ouais, justement bien sûr. tu Alors moi, je investis? suis originaire de Chalon-sur-Saône, dans le sud de la Bourgogne, et j'investis et je regarde des deals de Dijon le plus au nord, en passant par Dole le plus à l'est, pour ceux qui connaissent, et en allant jusqu'à Mâcon le plus au sud. Je pense que l'immobilier est un sport local. Je pense qu'on est meilleur quand on fait de l'immobilier, quand on investit en local. Et je pense que je suis incapable d'avoir les mêmes statistiques que j'ai, la même facilité à trouver des deals, si demain tu me demandes d'investir à Lille ou à Marseille. C'est impossible. Parce que quand le deal il va arriver à mes oreilles, un deal à Marseille, il aura déjà fait le tour de tous les investisseurs marseillais. Et c'est normal parce que, encore une fois, tout ça évolue en local. On n'est pas sur place, on ne sait pas comment pensent les gens, les meilleurs quartiers, les moins bons quartiers. Tout ça, c'est des informations évidemment qu'on peut trouver sur Internet en faisant son étude de marché. Mais dans la grande majorité des cas, c'est en vivant sur place qu'on va se rendre compte des bons endroits et encore plus en province. Je pense parfois ça peut faire peur à certains Parisiens de venir à la campagne dans des villes où il y a moins de 5000 habitants. Là où moi j'ai des copains qui investissent dans des villes où il y a 3000 habitants, qui font des rentabilités de malades et ils le font depuis 15 ans. C'est-à-dire que c'est pas juste une bulle en disant oui, c'est juste le contexte économique qui fait que non. C'est qu'il y a une vraie demande locative, mais elle est plus dure à aller calculer sur un simulateur sur Internet qu'à Lyon, Montpellier ou Strasbourg, forcément. Ouais, parce que c'est ça la différence, c'est que c'est pas forcément sexy justement d'aller Ouais. investir en province, surtout les noms des villes sont pas très connus. Peut-être qu'on pense aussi, il y a moins de monde, moins de trafic, ça va peut-être moins bien se louer. Est-ce que toi, c'est plus facile pour toi d'investir en province ou alors ça aurait été plus facile si tu serais né en ville par exemple? Est-ce que tu vois une différence notable entre les deux? C'est clair, la première, c'est le prix moyen au mètre carré. Quand on veut investir en région parisienne ou dans Paris intramuros, bah, le ticket de départ, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que moi dans le sud de la Bourgogne. Moi, je te donnais l'exemple d'une de mes premières opérations pour 150 000, 200 000, 250 000 euros. Moi, tu trouves un immeuble à ce prix-là, à rénover avec des travaux, etc. Mais tu trouves des rentabilités qui sont largement supérieures à celles qu'on peut faire sur Paris. Euh, et si même je me permets de diverger un peu et d'aller sur l'aspect sécurité, puisque tout investissement, c'est une question de rendement et de risque et de la balance entre les deux. Au final, est-ce qu'il vaut mieux baser son rendement et son investissement sur un truc qui bougera jamais, à savoir le loyer? Parce que un des arguments qui fait que certains investisseurs disent non, mais moi d'investir en province, ça me va pas. Je veux Strasbourg, Paris, Marseille, etc., les grandes villes, parce que c'est plus sécu, c'est une énorme connerie. Enfin, je pense que mathématiquement et économiquement, c'est une énorme connerie parce que ces gens-là basent leur pensée et surtout leur raisonnement vis-à-vis de la sécurité d'un investissement à la valeur d'achat et la valeur de vente. Mais la sécurité d'un investissement, c'est pas ça. La sécurité d'un bien locatif, c'est est-ce qu'il va se louer chaque jour de l'année, 365 jours par an, pendant les 20 prochaines années. Yes. C'est ça la sécurité. Et c'est là-dessus qu'on fait notre rendement. Alors oui, à la revente, il y a aussi l'appréciation du capital, etc. Mais on va dire que 80% de la rentabilité d'un bien immobilier aujourd'hui en France, c'est la rentabilité locative et non pas la rentabilité capitalistique. Et ce serait quoi la compétence à avoir pour investir en province? Pas forcément nécessaire en grande ville. Est-ce que tu vois, toi, une compétence qui serait essentielle pour investir en province? Je pense que l'étude de marché initiale est importante. Est-ce qu'il y a des logements? Quels types de logements sont plus priorisés que les autres? Est-ce qu'il y a un déficit? En province, l'une des structures, des typologies de logements dont on voit que c'est les petites surfaces.
Alors qu'à Paris, bon, des shops de bonne, il commence à en avoir beaucoup, des studios, il commence à y en avoir beaucoup. Moi, dans le sud de la Bourgogne, on manque beaucoup de petites surfaces, justement, parce que les gens ont un peu moins de moyens, donc ils ne peuvent pas tous se permettre d'aller sur du T2, du T3. Mais moi, un studio bien acheté, tu l'achètes 35 000 euros. Ok. Donc 35 000 euros, n'importe quelle personne qui gagne 1 500 euros de loyer par mois en CDD ou en CDI, elle peut emprunter et faire un investissement à 35 000 euros, qui lui rapporte 400 euros de loyer par mois. Et quels critères tu donnerais à une personne justement qui a une ville qui est provinciaux et qui Ouais. veut investir? Ce serait quoi les critères à regarder pour choisir sa ville et pour se dire, valider que la ville dans laquelle j'habite, Ouais. même si c'est pas voilà, une grande ville, ce serait assez rentable en tout cas pour faire de l'investissement immobilier? Je pense qu'il faut rester sur un concept très mathématique, le prix moyen au mètre carré, le loyer moyen au mètre carré, calculer la rentabilité moyenne du secteur, ce qui veut dire que si je tombe sur une renta moyenne à 8,5, 8, 7,5, 7%, ça veut dire qu'un investisseur moyen sur un deal moyen, il arrive grosso modo à faire ça. Ce qui est déjà 2 fois plus que Paris, grosso modo, même parfois 3 fois plus que Paris. Donc si en plus, avec mes techniques, avec mon réseau, avec ma qualité en tant que maître d'œuvre parce que c'est moi qui vais gérer mes travaux, ou ma qualité en tant que chasseur immobilier parce que c'est moi qui vais trouver mon bien immobilier, bah, tu arrives petit à petit à aller grappiller 0,5 plus 0,5 plus 0,5, bah, tu arrives à 10%. Et pour le coup, c'est déjà une rentabilité pour le niveau de risque qui est pris, qui est très satisfaisante. Et toi, personnellement, comment tu as construit ton patrimoine immobilier? Est-ce que tu es spécialiste, tu fais que de la location, par exemple? Tu as peut-être fait de l'achat-revente. Explique-nous comment toi, tu as construit ton patrimoine et ta carrière d'investisseur. Alors moi, j'ai toujours eu la volonté déjà de construire un patrimoine, mais pas pour l'argent. Donc, ce qui fait que tous les modèles de location, type location courte durée, par exemple, sous-location, qui est encore un petit peu alternatif, c'est des trucs qui m'ont jamais attiré plus que ça, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir du patrimoine. Donc, c'est une notion de volume. Et moi, je préférais avoir 2 gros immeubles qui s'autofinancent que 2 Airbnb qui me rapportent 2 000 euros de cash flow chacun. Alors, les gens vont dire, bah, t'es con, d'un côté, tu gagnes 0, de l'autre côté, tu gagnes 4 000 euros par mois. En fait, pas du tout. Parce que la plupart des gens oublient que là où on gagne de l'argent dans l'immobilier, surtout, c'est sur le remboursement du capital. Mhm. C'est là où est toute la beauté d'un investissement immobilier, c'est le fait que je peux acheter quelque chose avec de l'argent qui n'est pas à moi et que je peux mettre sur la table 10% de la somme totale de l'investissement que je réalise. Et c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet de levier bancaire. Et c'est ce qui fait que quand je mets sur la table 10 000, on me prête 100. Les 100, je les place à 10%, ce qui fait 10 000 par an. Donc ça me rapporte 10 000 par an. Si je mets 10 000, ça me rapporte 10 000. Je vous laisse faire le calcul de renta. Il n'y a rien qui peut battre ça en termes de rentabilité par rapport au niveau de risque que je prends, qui est que quand on achète un bien immobilier, par rapport à une action en bourse, le bien immobilier a une valeur de marché qui est très, 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 très grande et qui est basée sur des indicateurs économiques qui font que ça ne se manipule pas. Un marché immobilier, à l'échelle nationale et même à l'échelle d'une ville, hormis si vous êtes dans un village de 50 habitants ou s'il y a 30 maisons sur 50 qui sont détenues par un seul mec, bah oui, il peut manipuler le marché, un peu comment il veut. Mais sinon, à l'échelle d'une ville où il y a 50 000 habitants, c'est impossible. Alors que demain, vous investissez dans une action en bourse, le PDG se tape sa secrétaire, ça passe dans NBC aux États-Unis, bah, votre action, elle va peut-être perdre 15% de sa valeur parce que le fondamental qui est derrière, il est beaucoup plus spéculatif Yes. qu'un bien immobilier qui répond à un besoin beaucoup plus ancré, beaucoup plus fondamental. Et ça, en termes de sécurité et de risque pris pour un investisseur, parce qu'encore une fois, c'est toujours une question de balance, bénéfices et risques, on peut difficilement faire mieux, je pense. Super. Surtout qu'en ce moment, voilà, on a eu le parfait exemple avec l'élection de Donald Trump. Exactement. Voilà, ça a vraiment tout faussé les marchés. Certains Exactement. ont pensé qu'elle allait à la baisse et justement, ça a explosé. Oui, tout à fait. D'autres où, comme on en parlait justement, j'étais placé sur une action de santé Ouais. et du coup, la nomination d'une personne anti-vax, ça fait chuter l'action. Donc voilà, on est toujours... Ça, tu regardes le quotidien politique du pays pour essayer d'anticiper ce qui peut l'être ou pas. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Toutes les semaines, j'ai même des newsletters auxquels je suis abonné, qu'on pourra mettre dans la description de la vidéo, notamment une que j'aime beaucoup, qui est celle de Vincent Pavanello. Peut-être tu en as entendu parler, qui est un des plus grands experts français, je pense, sur la thématique immobilier. Moi, je reçois la newsletter, c'est tous les mardis, si je ne dis pas de bêtises. Et j'en ai 3-4 autres comme ça, 2-3 médias, le Figaro Immobilier, où il y a certains articles que j'aime bien aussi. Surtout pour suivre l'actualité en termes de régulation vis-à-vis de tout un tas de sujets qui vont être attraits à l'immobilier. Je pense à la location courte durée, je pense au régime de LMNP qui est avec une grande remise en question en ce moment.
et la taxation de manière générale, puisque c'est le pire ennemi de l'investisseur en France, c'est les impôts, hein. Enfin, d'ailleurs, le pire ennemi de tous les Français, c'est les impôts, pour être honnête. Donc, c'est des choses auxquelles il faut se renseigner. Et moi, à l'échelle d'un patrimoine où j'ai 115 lots en portefeuille, hein, donc plus de 70 appartements, c'est des métriques qui peuvent avoir un grand impact sur la rentabilité au global. Ok. Justement, ça c'est bien. 115 lots, c'est une parfaite introduction pour ça. Est-ce que c'est Timothée qui gère 115 lots? Est-ce que c'est la personne Timothée qui gère 115 lots? Est-ce que tu as dû développer justement des personnes pour travailler avec toi sur ce côté-là? Comment toi tu gères ces 115 lots? Ça peut paraître énorme pour une personne de se dire, voilà, est-ce que c'est toi derrière un ordinateur qui va gérer tout ça? Comment tu gères? Alors, j'ai la chance d'avoir une collaboratrice qui m'accompagne, en l'occurrence, qui s'occupe de toute la gestion immobilière de nos appartements et de nos locaux. Et la deuxième stratégie qu'on a décidé d'adopter, c'est qu'on a quasiment que des immeubles. Donc, ce qui fait que sur 115 lots, il va y en avoir 5 là, 5 là, 10 là, 15 là, 5 là, 5 là, 5 là. Donc, en termes de gestion, c'est pas comme si tu avais 115 unités indépendantes réparties dans 115 bâtiments différents au sein de la Bourgogne-Franche-Comté. Ce qui fait que déjà, on est dans la majorité des cas en monopropriété. Donc, on gère nous-mêmes nos charges, que ce soit le ménage des parties communes, les petites réparations, les régules de charges, les entrées-sorties de locataires. On va tout gérer en interne pour avoir vraiment la main sur la qualité de ce qu'on va proposer et surtout sur le taux de remplissage où nous, on est quasi à 100% sur l'année, sur l'ensemble du parc, parce qu'on fait bien notre travail de sourcing et que on travaille bien nos appartements pour faire en sorte qu'ils soient loués le plus facilement possible, et aussi parce qu'on est sur un marché, grâce à nos chers politiques, où il y a une tension locative qui est super forte, et elle va l'être de plus en plus, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la news qui est sortie hier, comme quoi ils veulent augmenter la base imposable des frais de notaire en France. J'ai vu ça. Tout ça, voilà, ça va freiner forcément les achats. Et il faut se dire que l'argent ne disparaît pas. Il change juste demain. Et si les gens ne peuvent plus acheter, ils vont louer. Donc, hier, j'avais des amis à la maison, ils me disaient « Ouais, t'as vu les frais de notaire et tout, pour toi, pour ton business, ça va pas être bon et tout ça. » Je leur dis « Mais bien sûr que si. Pour moi, c'est du pain béni ce qui est en train de se passer. Et c'est du pain béni pour tous les gens qui ont un parc immobilier. » Il me dit « Pourquoi ?» Je dis « Les loyers sont indexés sur l'inflation. Donc, plus il y a d'inflation, plus les loyers augmentent. Deuxièmement, les gens ne peuvent plus acheter. S'ils ne peuvent plus acheter, ils vont louer. Donc, si l'accès au crédit est de plus en plus difficile, que l'imposition des biens immobiliers augmente, et notamment pour les frais de notaire, qui est une imposition à l'achat et non pas à la détention, tout ça va faire que ça va ne faire que mettre encore plus en difficulté les locataires avec des loyers encore plus chers et des prix de l'immobilier qui, eux, vont continuer à baisser, ce qui va me permettre à moi d'en racheter à nouveau, tu vois. Donc, il y a une vraie, je pense, bêtise qui est faite au niveau de la régulation du marché immobilier national français en ce moment, mais qui, à titre personnel, joue en ma faveur. Ouais. Donc ça ne te fait pas peur, les nouvelles lois, on le rappelle. Alors, ce n'est pas encore voté, ce n'est pas encore effectif. Il y a encore des choses qui sont en discussion, notamment le fait que chaque maire maintenant pourra réguler la location courte durée. Ouais. Le nombre de logements en courte durée dans sa ville ou dans son village. Tu as aussi la détention de la résidence principale pour la revente, pour l'exonération notamment. Ça te fait peur, ça? Peur, non. Je pense que de manière générale, on avait peur que ce soit la fin de notre pays avant que Michel Barnier soit nommé. On se rend compte qu'au final, il va nous y amener plus vite que ce qu'on avait prévu, a priori, pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas forcément développer ici. Mais je pense que voilà, tout le monde a conscience qu'on y va les deux pieds devant, que le système risque au bout d'un moment de lâcher, que ce soit pour les retraites, que ce soit pour la santé, tout ça. Et on commence à le voir. Moi, dans mon métier, par exemple, beaucoup de praticiens du public qui vont dans le privé, beaucoup de gens qui décident de plus aller à l'hôpital parce que 8 heures d'attente aux urgences, ça leur convient plus et qui vont dans des cliniques privées. Donc, il y a, mine de rien, un système, un mélange américain, anglo-saxon qui commence à se mettre en place. Et je pense que c'est très dommageable pour la population, principalement. Moi, je suis persuadé que la qualité d'une société, c'est sa qualité à traiter les besoins primaires de sa population de façon égale pour celui qui gagne 1 million d'euros par an et celui qui gagne 1 500 euros par mois. Ça l'est de moins en moins en France, malheureusement. Et je trouve que c'est une vraie problématique, mais ça va être passage obligé, je pense, pour notre société et les temps vont devenir de plus en plus durs. Yes. Et tu as une étape qui est... Alors, pour moi, c'est l'étape où 50% des investisseurs échouent, où là où est fait le plus gros du tri, c'est le passage à la banque. Ouais. C'est le passage à la banque. Parce que ça, là, il faut sortir les rames, il faut... Exactement. Et toi, comment tu vois la chose? Est-ce que tu as une anecdote où ce serait quoi le plus gros dossier bancaire que tu aies fait passer, qui t'a demandé justement le plus d'efforts?
qui m'a demandé le plus d'efforts. Alors curieusement, c'est pas les plus gros dossiers. Mais dans l'investissement immobilier, on évolue pas mal en termes de cycle parce qu'en fait, c'est une question de marche d'escalier. C'est j'achète, un appart, 2 apparts, 3 apparts. Au bout d'un moment, je suis bloqué. Les banques veulent plus me prêter, j'arrive plus à augmenter mon cash flow, je suis au max un peu partout. Et donc, il y a une étape qui va être super importante qui est d'arbitrage patrimonial, qui va à la fois consister à récupérer de la liquidité et aussi à prendre un peu de recul sur sa situation, dire ok, j'ai fait une banque, 2 banques, 3 banques, 4 banques, des banques qui me connaissent, elles ne veulent plus prêter. Pourquoi ? Je pense que la recherche de feedback vis-à-vis de son banquier, c'est déjà le truc qui est fondamental. C'est « Ok, monsieur le banquier, vous ne voulez plus me prêter. Pourquoi ? Pas assez de revenus, pas assez d'épargne, pas assez de produits d'investissement, pas assez de consommation au sein de la banque, pas assez de contrepartie, trop d'endettement. » Et il y a un pilotage assez fin quand on veut passer de 3-4 biens immobiliers à 10, à 15, à 20, qui va être en permanence d'améliorer ces statistiques-là. La balance entre l'actif et le passif. Et c'est des trucs tout bêtes, tu vois. Mais par exemple, moi, on m'a refusé parfois des dossiers en me disant on ne peut pas parce que vous n'avez pas assez d'actifs par rapport au passif. Donc, vous n'avez pas assez de patrimoine net par rapport à votre patrimoine endetté. Et rien que le fait d'aller voir des agents immobiliers et de leur demander des attestations de valeur de mes biens pour prouver qu'ils valaient plus cher que ce que je les ai achetés, le jeu, quand on fait de l'immobilier, c'est d'augmenter la valeur intrinsèque de son bien, travaux, divisions, etc. Enfin, c'est des choses que tu connais. Rien que ça modifie complètement les paramètres de l'équation. Parce que d'aller voir un banquier et de lui dire moi j'ai emprunté au cours des 2 dernières années 500 000 euros et j'ai remboursé 100 000. Donc ce qui fait que mon patrimoine net c'est 100 000 euros. Mais si la valeur de mes biens grâce aux travaux que j'ai faits c'est pas 500 000, c'est 700, mon patrimoine net il change complètement. Et du coup le ratio entre si je vends tout, qu'est-ce que j'encaisse, il change complètement. Exactement. Et c'est des petites astuces qui, mis bout à bout, vont faire que la lecture que va avoir le banquier va être différente. Et de considérer le banquier non plus comme un commerçant, mais comme un partenaire d'affaires, ça va être vraiment, je pense, le step d'après pour les passer mots à ont la un vitesse sens. supérieure. Ouais. Les mots ont un sens. Et c'est vrai que, ne serait-ce que de nommer le banquier partenaire commercial ou voilà, le partenaire bancaire, ça change vraiment tout. Moi, pour la petite anecdote, j'aime bien justement, parce que c'est un jeu, et c'est le moment où je préfère dans l'investissement immobilier, c'est me mettre à table avec un banquier, et c'est un petit peu un jeu de comment je vais faire cette fois-ci pour qu'ils me disent oui. Exactement. C'est ça. Et il y a une notion de commerce. Il y a une notion de commerce. Ouais. Moi, je sais que ça m'est arrivé parfois à des banquiers de leur dire, voilà, entre nous, je sais que ce que vous aimez beaucoup dans la banque, c'est les professions libérales. Fruit du hasard, j'en connais beaucoup. Moi, je suis prêt, si vous me financez ce dossier, à arranger un rendez-vous entre vous et 10 de mes collègues. Dire, c'est un échange de bons procédés, vous êtes commerçant, moi je suis investisseur, j'ai beaucoup d'amis profession libérale, vous avez envie d'avoir plus de profession libérale, je suis prêt à faire l'entremetteur. Je ne vous dis pas qu'ils vont accepter, puisque moi je ne peux que leur proposer en leur disant que je suis satisfait du service que vous avez fait pour moi. Et c'est un truc tout bête, on pourrait se dire, ouais, mais le banquier il s'en fout. Le banquier il s'en fout pas du tout en fait. Et c'est là où il faut jamais oublier que le banquier c'est un vendeur d'argent. C'est pas un technicien, c'est pas un conseiller dans la majorité des cas, et il bosse avant tout pour lui avant de bosser pour vous. Donc il faut arriver à se mettre dans un deal win-win avec lui. C'est ça, exactement. Et comme tout commercial, justement, il y a aussi une partie humaine. Bien sûr. Notamment, je le recommande, c'est la pire erreur à faire, c'est de prendre par exemple un rendez-vous pour un crédit immobilier, soit le samedi à 11h, soit le vendredi à 17h30. Parce que ça reste quand même une personne normale. Tu l'as dit, c'est un commerçant, etc. Et le fait qu'il finisse sa journée, voilà, c'est peut-être pas les meilleures conditions, il est déjà en vacances, etc. Il faut vraiment quelqu'un qui soit posé sur votre projet et que vous puissiez aussi vous mettre toutes les cartes dans les mains. Il y a toujours un aspect aussi psychologique, tu en parlais justement avant ça. Et l'étape du banquier, je pense que c'est là où la psychologie rentre le plus en jeu. Ouais, c'est clair. Parce que ça reste quand même des chiffres qui peuvent être tournés soit en désavantage, mais aussi on peut les transformer aussi en avantage, bien sûr. Il peut y avoir deux lectures différentes pour le même Parler de lecture, projet. J'aime bien ce terme-là, lecture. Et c'est vrai que pour tout projet immobilier, en fait, il y a une chose que tu as soulevée qui est super importante, c'est le feedback. Je ne sors jamais d'un rendez-vous avec le banquier parce qu'il ne dit pas non pour la personne. Oui. En fait, il dit non à un instant T. Mais le but, et moi c'est ce que j'adore faire, c'est que ce soit à lui de trouver la solution. Parce que vous pouvez avoir un an, sortir du rendez-vous bancaire et puis tout simplement pas savoir ce qu'il faut faire pour avoir l'acceptation et le oui. Et c'est ce que je conseille, moi, c'est à chaque fois, quand on sort d'un rendez-vous bancaire, c'est toujours avoir l'avis et en tout cas avoir le feedback du banquier. Parce que c'est pas non aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que je peux avoir un oui ? Exactement.
Yes. Et une phrase que j'adore, que j'avais vue, je ne sais plus qui disait ça, c'était qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre heureux? Ouais, Et ça vraiment, c'est une phrase aussi. Et c'est une psychologie avant tout de déjà permettre au banquier d'avoir ce qu'il veut. Et tu l'as dit, c'est un commercial. ouais. Et dans ton cas, voilà, c'est lui proposer d'autres clients. Et toujours penser voilà, ce que je peux apporter aussi en contrepartie de ce que je demande. Donc top pour cette étape du banquet. Et donc tu nous l'as dit, c'est les projets en fait, peut-être pas les plus gros, mais les plus simples des fois qui sont les plus Charnière. durs à C'est des périodes charnières en financer. fait. C'est des moments où ça m'est arrivé déjà peut-être 2 fois, peut-être 3 fois. En ce moment aussi, c'est un peu plus dur qu'à une certaine époque Ouais. où tu es obligé de faire plus d'efforts. Tu es obligé d'amener des meilleurs dossiers, plus de contreparties, plus d'apports, plus de transferts de comptes parfois. Et il y a des fois, et je me rappelle d'un des premiers cycles que j'ai vécu comme ça, un immeuble de rapport, 16 appartements, 480 000 euros, 12,5% de rentabilité brute, donc un super projet, tout était loué, enfin le deal parfait. Je fais mes 2 banques principales de l'époque, les 2 me disent non, écoutez, c'est pas possible, là on passe notre tour, il y a trop d'endettement, pas assez d'épargne, machin, machin. Je fais une autre banque, c'est pas possible, une autre banque, c'est pas possible, une autre banque, c'est pas possible, j'arrive à 7-8. Là, je me dis, putain, ça va être la galère, quoi. Et le propriétaire était vachement compréhensif, il savait que la période n'était pas facile. C'était juste après le Covid, puisque c'était en 2020, je crois. Euh, et puis, fruit du hasard, il me dit, bah, écoutez, l'autre soir, j'ai fait une soirée avec un banquier, c'est le directeur de telle banque, dans laquelle j'étais pas client. Je lui ai parlé un peu de votre cas, il serait OK pour vous rencontrer. Je rencontre ce mec-là, mec super sérieux, le vrai banquier, assez jeune, je dirais qu'il doit avoir une quarantaine d'années, mais vraiment à l'ancienne. Costume 3 pièces, bonjour monsieur Moirou. Tu vois, vraiment pas. À C'est pas l'ancienne, le banquier d'une néobanque maintenant qui te tutoie au téléphone tout de suite, il fait comme si vous étiez amis, vraiment à l'ancienne. Il me reçoit, je lui présente le dossier et tout. Je dis par contre, voilà, j'ai une exigence sur le dossier, c'est que je veux mettre 0 € d'apport. Il me dit, ça, écoutez, monsieur, c'est pas possible, parce que nous, la politique interne de la banque, c'est comme minimum, on demande les frais de notaire et 10% du bien. Je dis, écoutez, voilà, moi, c'est un deal où j'ai 2 associés en plus qui étaient 2 membres de ma famille avec moi dans la boucle. Je leur dis, voilà, on est parti là-dessus, je peux pas, je suis OK pour des transferts de compte, je suis OK pour des transferts d'épargne, tout ça, mais je peux pas faire autrement. Il me dit, OK, bah écoutez, je pense que c'est non, laissez-moi quand même le dossier, mais cherchez un autre partenaire. C'était la 9e banque que je faisais. 24 heures après, il me renvoie un mail. Je lui avais envoyé du coup tout le dossier avec mes relevés d'impôts, mon bilan patrimonial, etc. Il me renvoie un mail. J'ai aucune idée de ce qui a fait retourner la situation. Hein. En me disant, monsieur Moirou, considérez que je suis votre partenaire sur cette affaire, c'est OK pour moi. Ce même banquier, il m'a financé 2,5 millions d'euros de dettes dans les 2 ans qui Et ont au suivi. début, c'était non. Et au début, c'était non, grosso modo, votre profil ne m'intéresse pas. Et il m'a financé 2,5 millions d'euros de dettes dans les 2 années qui ont suivi. Ouais, comme quoi. Dont un dossier exceptionnel, un dossier à 1,5 million d'euros, 60 000 euros d'apport. Ok, ce qui représente en termes 2022. de pourcentage, c'est ridicule. Hein. Peanut. C'est ridicule. C'est 5%, moins de 5%. Ok. Et les banques en ligne, justement, parce que, alors, de sources sûres, j'ai un ami, mais là, tu vois, on dit, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais. Non, là, de sources sûres, je l'ai vu de mes yeux. Un ami a réussi à faire un crédit immobilier avec Revolut, justement. Banque en ligne, t'en penses quoi? J'en ai aucune. Donc, franchement, j'aurais pas d'avis sur le sujet. De la même façon que des brokers en ligne, c'est pour investir sur les marchés financiers, tout ça. Moi, je passe par les banques traditionnelles tout simplement parce que moi, un PEA, une assurance vie, un compte à terme ou un compte titre, pour moi, c'est une monnaie d'échange pour faire de l'effet de levier. Yes. Donc, ça a un vrai intérêt pour moi de faire du troc d'épargne notamment et de la contrepartie. On peut même aller faire derrière ce qu'on appelle du crédit lombard. Hein. On va mettre en garantie un placement, n'importe quel support, mais il faut que ce soit un support assez sécu. Et en échange, lever de la dette pour faire de l'immobilier. Donc, j'aurais pas forcément d'avis parce que je connais pas plus que ça ces supports-là. Mais je sais que c'est très pratique, qu'on ouvre un compte très rapidement et que ça a ses intérêts. Yes. Il y a un mot que j'aime bien chez toi qui revient souvent, c'est le mot dynastie. Ouais. C'est quelque chose que tu aimes bien et qui te correspond bien en plus. C'est quelque chose d'important pour toi de créer une dynastie parce que voilà, il y a des investisseurs qui sont plus cash flow, rentabilité immédiate, achat-revente, gros cash dès le départ, etc. Toi, tu as vraiment un aspect à l'ancienne, Ouais. si j'ose dire. Un peu vieux jeu. Ouais. Voilà, un peu vieux jeu. Et le mot dynastie te correspond parfait. C'est quelque chose qui te tient à cœur, ça, de créer une dynastie. Ouais, à fond, ouais.
À fond, à fond. Moi, j'ai eu l'expérience de mon grand-père qui est né à Genève, où tu vas de temps en temps, je crois, qui travaillait dans une très grosse boîte industrielle qui s'appelait Dupont de Nemours. Ok. Il était un des pionniers dans le domaine du textile, principalement. C'est eux qui ont inventé les plus gros producteurs de nylon à l'époque. Et donc, mon grand-père a toujours très, 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 très bien gagné sa vie, toute sa vie. Il avait une retraite. Je me rappelle est-ce qu'il a été atteint de la maladie d'Alzheimer un peu plus vieux, et je me rappelle avoir trié ses papiers et voir qu'il touchait 7 000 euros de retraite par mois. Ok. Il n'y a pas beaucoup de Français, Non. enfin là en l'occurrence C'est clair. franco-suisses, qui touchent 7 000 euros de retraite par mois. Et le jour où il est décédé, dans l'héritage, il a 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Il n'y avait rien. Il y avait 0 euros de patrimoine immobilier et il y avait 30 000 euros d'assurance vie, 40 000 euros d'assurance vie. Enfin, quasi rien. Par rapport aux sommes astronomiques qu'il a gagnées dans sa vie. Et je me suis dit, putain, en fait, il a travaillé toute sa vie d'arrache-pied et à la fin, est-ce qu'il a été heureux? Il n'a pas profité tant que ça au final. Et il reste même rien pour la génération d'après. C'est-à-dire qu'il est parti d'une famille plutôt modeste. Il a évolué dans la société grâce à son travail. Et au final, ses enfants ont recommencé au même niveau où lui, il a commencé. Et je me suis dit, mais moi, en fait, je veux pas faire ça. Moi, ce que je veux, c'est que si j'arrive là dans ma vie, je veux que mes enfants, ils commencent de là et qu'ils aillent au step d'après. C'est un peu cette histoire, tu sais, à la Bruce Wayne dans Batman, où moi, le but du jeu, c'est pas que mes enfants, ils retravaillent à Carrefour ou à McDo comme moi, j'ai pu le faire, même si j'ai eu la chance de pas le faire très, très souvent. Mais malgré tout, j'ai pas envie de ça. Et c'est pour ça que cette approche long-termiste que j'ai toujours en optique de me dire que quand j'achète quelque chose, est-ce que quand mes enfants en seront propriétaires d'ici quelques années, ça vaudra toujours le coup? Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a certaines destinations, on parlait de Dubaï juste avant, mais il y a plein d'autres pays voilà, où il y a une sorte de bulle spéculative en ce moment autour des prix de l'immobilier dans ces destinations-là. C'est des destinations où je ne vais pas, et j'avoue que je ne m'y intéresse même pas du tout, parce que c'est des piliers auxquels je ne crois pas sur la durée. Ok. Et donc, du coup, tu as déjà prévu ton blason de famille? J'ai déjà mon blason de famille, voilà, que j'ai créé de toutes pièces. Alors, c'est des choses un peu folkloriques. Hein. Dans l'idée, c'est simplement de pouvoir transmettre au-delà d'un capital, comme tu l'as compris, c'est des valeurs et une vision de la vie. Je pense que la vie en France va devenir de plus en plus compliquée dans les 20 années qui vont suivre. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de misère, beaucoup plus de difficultés sociales. Et je pense que voilà, nos politiques font tout ce qu'il faut pour qu'on y arrive plus vite même que ce que c'était prévu. Et quand la vie est difficile, bah, quand on a une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'apparts payés qui nous viennent de nos parents, la vie est plus simple. Et l'immobilier, en plus, c'est la meilleure connexion entre les générations. Parce que ton arrière-grand-père peut avoir bâti un bien immobilier, va toucher la pierre et tes arrière-petits-enfants peuvent toucher la même pierre. Exactement. C'est laisser un héritage sur cette terre. On peut laisser un souvenir. Et l'immobilier te permet de laisser vraiment quelque chose de vivant sur la terre qui se transmet de génération en génération. Et c'est ça aussi l'important, c'est de laisser une trace aussi de ton passage. Et l'immobilier te permet aussi ça. Hein, te permet aussi ça. Et donc, est-ce que tu es favorable à la taxe sur l'héritage alors, du coup? Ah bah non, moi je trouve que c'est même du vol. Tu trouves que c'est une connerie ça, la taxe? En fait, je suis taxé 2 fois. Parce que moi, en tant qu'investisseur immobilier, je vais payer mon IS, je vais payer ma flat tax, mon impôt sur le revenu. Et le jour où je décède, on retaxe un revenu qui a déjà été taxé. Donc en fait, c'est une escroquerie organisée. Et alors, il existe plein de manières de contourner tout ça. On peut faire des programmes de démembrement, de donation, partage, etc. Mais clairement, moi, je trouve que c'est du vol. Super. Allez, on se lance dans le petit débat parce que j'en profite. Toi, tu es investisseur en province en France. Exactement. Bien ancré là. Moi, je suis expatrié depuis quelques temps et j'ai commencé à faire les premiers investissements justement à Dubaï. On va se faire un petit débat là, sur l'investissement France-Dubaï. Ce serait quoi, toi, les points bloquants justement sur Dubaï? Parce que tu y as été il n'y a pas très longtemps, tu as pu découvrir la ville. Donc, j'aime bien parce qu'au moins, tu es crédible. Tu as la strict crédibilité, on va dire, parce que tu es allé à Dubaï. Oui, tout à fait. Voilà. J'y suis allé, j'ai pas mal de copains qui investissent là-bas, etc. Je dirais que le premier critère bloquant pour moi, c'est que aujourd'hui, pour moi, Dubaï n'a pas encore dessiné son avenir long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dubaï est une ville où tu ne peux pas vivre convenablement de avril jusqu'à septembre, la moitié de l'année. Okay. Je pense que plus le temps va avancer, plus, notamment avec les dernières élections, le trou dans la couche d'ozone va grandir.
que pour l'instant nous n'arrivons pas à inverser la tendance, ou en tout cas pas suffisamment, plus il va faire chaud. Il va faire chaud partout. C'est pas que au pôle Nord où tu vois l'ours polaire qui a plus d'iceberg pour nager. Il va faire de plus en plus chaud à Dubaï, au Maghreb, en Afrique noire, partout. Et je pense qu'une ville qui aujourd'hui n'a aucune piste sérieuse pour trouver une solution à ça, parce qu'en fait Dubaï peut pas déménager en Norvège, c'est pas possible. Je pense que par définition, on est plus sur une ville de spéculation qu'une ville long terme. J'investirais beaucoup plus sur une ville comme Stockholm que Dubaï, par exemple. Ok, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y faire d'argent à court terme, mais vu que moi, mon objectif, c'est d'acheter des biens immobiliers pour que mes arrière-petits-enfants puissent encore les détenir, les faire fructifier et qu'ils aient pris de la valeur d'ici là, c'est la raison pour laquelle je n'irai pas sur une ville comme Dubaï. Donc c'est le climat, en fait, pour toi, le plus gros point noir de Dubaï, c'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est ce qui fait le plus peur au roi de Dubaï, c'est de dire, merde, si demain, il y a 10 mois de l'année sur 12 où on ne peut pas sortir dehors, mis à part le soir, bah, comment on fait ? Ok. Alors moi, je te rejoins par rapport à ça. Le climat, c'est vrai que ça, c'est un argument irréfutable, comme on peut appeler ça, parce que tu peux pas lutter contre ça. Le climat, c'est très dur. Et moi aussi, je doute qu'on puisse trouver des solutions viables sur le climat. Et tu sais ce qu'on dit à Dubaï, il y a toujours 2 saisons. Il y a l'été, c'est toute l'année, et l'enfer, c'est juillet, août, septembre, voire des fois octobre aussi, parce que ça chauffe. Donc de ce côté-là, je te rejoins. Après, c'est vrai que moi, j'ai une pensée sur Dubaï un peu plus... je crois vraiment au projet. Et c'est pour ça aussi que tu sais, tous les grands entrepreneurs, notamment, je pense à Xavier Niel qui a une boîte où il investit sur d'autres sociétés. Et la première chose qu'il regarde, c'est justement le fondateur. Avant de s'intéresser vraiment à ce que fait la société en interne, il va observer le comportement, la manière de penser aussi, parce que ça va jouer, il va y avoir une grosse partie du succès de la boîte qui va être liée au fondateur, aux personnes qui gèrent ça. Et pour moi, Dubaï et on s'en rend peut-être pas compte, mais quand même un Shir aujourd'hui qui est un visionnaire, qui a fait quand même de grandes choses. Et pour moi, j'ai vraiment confiance en ce personnage. J'ai lu beaucoup de ses livres. Alors, c'est pas lui forcément qui les a écrits. Je pense pas qu'il a pris la plume et son stylo. Mais c'est sa pensée, voilà, forcément. Et donc, du coup, j'adhère vraiment à sa philosophie de vie. Et je pense que pour le coup, on a un vrai visionnaire. Il y a 50 ans, il a dit à son père, voilà, je vais faire une palme, je vais mettre du sable sur l'eau et je vais construire et je vais faire venir toute la terre entière chez moi. Ça, c'est la première raison que je vois, moi, de Dubaï. La deuxième, c'est que pour l'investissement immobilier, notamment tout business, il te faut un bon produit et 2, des gens qui ont de l'argent. Et pour moi, le deuxième domaine, c'est que Dubaï attire vraiment une bonne clientèle, des gens qui ont beaucoup d'argent, et ce qui fait qu'on a un marché quand même qui est très dynamique. Qui est très dynamique. Après, là où je te rejoins, c'est que c'est l'avenir de Dubaï. Pour l'instant, c'est un petit peu le Far West, entre guillemets, parce que tout est permis. C'est-à-dire qu'on peut avoir un titre de propriété aujourd'hui et le revendre demain. Ça, c'est le gros avantage de Dubaï. On n'a pas besoin aussi de mettre l'entièreté de la somme. C'est juste un montant minima qui va être dit par le constructeur ou le promoteur du building ou de la villa. Et donc, ça, c'est le plus gros aspect de Dubaï, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui veulent investir. Ce que je ne vois pas forcément en France, alors à part à Paris, mais je ne vois pas, par exemple, une personne qui habite à Nantes venir investir autre part, ou même un Parisien qui veut investir à Nantes. Enfin, c'est compliqué en fait. En France, on investit vraiment en France, alors qu'à Dubaï, je pense, un Russe peut investir à Dubaï. Une personne, il y a beaucoup d'Amérique du Sud aussi qui investissent à Dubaï. Les Indiens aussi, beaucoup investissent. Dû à la fiscalité en grande partie, je pense. Fiscalité aussi. Et donc il y a cet aspect-là de mondial où le terrain de jeu pour les acheteurs immobilier et mondial, alors qu'en France, une personne qui va acheter un appartement à Nantes, ce sera forcément français. Je ne vois pas un Russe acheter un appartement à Nantes. Alors après, on compare un pays à une ville, attention, bien sûr, quand même, mais c'est cet aspect-là qui me fait dire quand même qu'aujourd'hui, Dubaï a quand même posé des bases. Et après, c'est comme tout, il y a un peu aussi du jeu à la loterie, c'est-à-dire que du temps de Napoléon, quand il avait construit Paris, je pense que c'était difficile de se projeter et de se dire, il va faire une super ville et qui va devenir une des villes européennes les plus emblématiques, même du monde, forcément, Paris. Et c'est là le petit point d'interrogation. Est-ce que Dubaï va continuer dans sa lancée ou va finir dans le néant? On ne sait pas. Mais moi, j'y crois beaucoup. Donc, il y a une partie aussi là-dessus. Ouais, de confiance. Et donc, toi, du coup,
Dubaï, mais après, voilà, il y a aussi un aspect qui fait que quand on maîtrise, et tu l'as dit justement au tout début de la vidéo, quand on maîtrise un sujet, et l'investissement immobilier aussi, il faut investir de manière locale, c'est-à-dire Ouais, savoir où on est et connaître son terrain. Et toi, voilà, c'est ta vision aussi. bien sûr. Donc on se rejoint là-dessus. Pour une personne justement qui commence dans l'investissement immobilier, avec tout ton recul, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui veut commencer, là, qui regarde cette vidéo et qui se dit, voilà, moi le mois prochain, je veux commencer à faire mes premiers biens, je veux commencer à construire mon patrimoine. Ce serait quoi, avec le recul que tu as, la stratégie que tu conseillerais à quelqu'un? Alors on va parler des habitants de province, parce que c'est le thème de la vidéo, Yes. personne qui habite dans une petite ville. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Apprends ce que c'est le scoring bancaire. Essaye d'avoir le meilleur scoring possible. S'il faut prendre un CDI, tu prends un CDI. S'il faut prendre 2 CDI, tu prends 2 CDI. C'est quoi le scoring bancaire, pour bien qu'on soit clair Le avec ça? scoring bancaire, c'est la manière dont les banques vont juger le profil de risque de leurs clients. Plus tu as un scoring bancaire qui est bon, plus ça veut dire que tu es endettable. Ça veut dire qu'on peut mettre de la dette sur ta tête. Il y a de fortes chances que tu arrives à faire face. Et moins ton scoring bancaire est bon, plus ça veut dire qu'il ne faut surtout pas te prêter parce que tu as un profil trop à risque. Typiquement, tu as 20 ans, tu es célibataire, tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale, tu as des revenus qui viennent d'une banque qui est basée à Malte ou je ne sais où, en dehors de la France, tu es auto-entrepreneur, tu as un très mauvais scoring bancaire. Parce que tu es l'instabilité incarnée pour le Ok. banquier. Tu n'as pas de femme, pas d'enfant, pas de mari. Et ça, c'est une gage de stabilité. Et ça rentre en compte dans le scoring bancaire, hein. Les gens qui sont mariés ont un meilleur scoring que les gens qui sont juste pacsés et encore plus célibataires, par exemple. Les gens qui ont des enfants ont un meilleur scoring que ceux qui n'ont pas d'enfants. Et en fonction de la profession, du revenu, tout ça, il y a un énorme calcul. J'ai fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Et ça, vraiment, c'est la pierre angulaire du dossier bancaire. Savoir le pitcher pour que le banquier ait confiance, c'est une bonne chose. Mais si en plus l'informatique est de votre côté, à ce moment-là, c'est jackpot. Je veux dire, tous les feux sont au vert, il n'y a aucune raison qu'on ne vous finance pas pour votre projet. Et ensuite, gardez à l'esprit que l'immobilier, pour créer sa retraite et des revenus passifs, c'est un jeu de volume. C'est-à-dire qu'il faut en faire un, il faut en faire deux, il faut en faire trois, il faut en faire quatre. Et petit à petit, il faut faire en sorte d'avoir une croissance patrimoniale qui soit la plus importante possible. La plupart des gens pensent qu'au cash flow, mais encore une fois, il n'y a pas que le cash flow. Il y a aussi le remboursement du capital, il y a aussi la plus-value attente que je vais avoir à l'intérieur de mes biens. Et le but du jeu, en tout cas dans ma vision pour gagner de Monopoly, c'est pas d'avoir juste les 2 dernières cases bleues qui sont avant la case départ, c'est d'avoir le plus de cases possible, d'avoir des cases partout. Ok. Tu as déjà fait des erreurs d'investissement? Est-ce que Plein. ça t'est déjà arrivé? Ce Plein. serait quoi justement, avec le recul que tu as, qui serait par exemple que tu aurais pu éviter si tu avais à un moment donné la bonne connaissance? La Oui. pire... Ou alors peut-être il y a des erreurs qui sont inévitables aussi, où on est obligé de passer par là pour apprendre. Ouais, je pense qu'une erreur qui est inévitable, enfin qui nous arrive à tous, c'est de passer par un artisan qui n'est pas un artisan de confiance, de ne pas avoir vérifié sa garantie décennale, des trucs tout cons, tu vois, mais de ne pas être allé sur ses chantiers pour voir les autres chantiers qu'il avait avant. Moi, ça m'est arrivé de faire des travaux à un artisan et d'apprendre qu'en fait, il n'est pas artisan. Ok. Tu vois, d'apprendre qu'en fait le mec il a ouvert son auto-entreprise, qui fait un peu de tout. J'ai oublié de lui demander sa garantie décennale parce que ça allait de soi. Ça m'est arrivé au tout début de mon parcours. Maintenant je me fais plus avoir, mais c'était des trucs tout con. Et le jour où il y a un dépannage, j'ai dit mais je sais pas faire. Mais t'es pas plombier? Ah si, mais écoute, c'est pas vraiment ça, c'est un peu compliqué, moi j'ai plus fait de la clim. Le mec il te sort un bobard. Donc voilà, ça c'est des choses qui me sont arrivées. Des erreurs pendant la signature du compromis. J'en ai une il y a quelques années maintenant où c'est mon notaire qui avait signé à ma place parce que j'étais pas dispo au moment du rendez-vous, et il n'avait pas fait attention que j'avais acheté une cour que j'ai véritablement achetée dans mon prix d'achat, et puis en fait elle apparaissait pas à l'acte de vente parce que le DD, donc la découpe de l'immeuble, avait été mal faite. Enfin, il y a plein de trucs, hein. M'associer avec les mauvaises personnes, mal gérer ma fiscalité, rendre mon bilan en retard. J'en ai fait plein, quoi. Ok. Et tu penses que justement l'association c'est une bonne chose? Parce que tu le comptes comme une erreur. Est-ce que tu penses que justement pour une personne qui commencerait, a peut-être peur de se lancer tout seul, est-ce que s'associer ce serait une bonne solution? Je pense que c'est une bonne chose si ça change la différence dans l'équation. C'est-à-dire qu'une erreur qu'on fait souvent, et je pense que j'ai fait la quasi-totalité des fois où je me suis associé, c'est que je me suis associé pour les mauvaises raisons. Ok. Je me suis associé pour rendre service et pour partager une aventure humaine. Et je pense que ça, c'est uniquement la cerise sur le gâteau, mais pas le gâteau. Le gâteau, c'est est-ce que toi plus moi, ça fait plus que toi tout seul et moi tout seul? Et dans la grande majorité des cas où je me suis associé, ça ne le faisait pas.
Donc, je pense qu'il faut avoir une réflexion qui soit à la fois humaine, certes, mais aussi mathématique, qui est est-ce que tous les deux, on ira plus loin que chacun de nos côtés additionné. Et je pense que ça peut être une bonne astuce quand on débute, si par exemple on a un mauvais scoring bancaire, parce que on est en auto-entreprise et que les banques n'aiment pas trop ça, ou alors elles demandent pas mal de bilan, un peu plus d'apport, d'être avec quelqu'un qui est cadre en CDI dans une entreprise classique, qui gagne peut-être moins d'argent, mais qui a une stabilité de ses revenus qui va plaire à la banque. L'addition des deux va faire qu'on peut faire une bonne association. Mais il y a vraiment une notion d'addition des profils, d'addition des avantages de chacun et de compensation des faiblesses. Par exemple, moi, qui suis un profil assez technique, qui a un très très bon scoring bancaire, mais qui fait beaucoup de projets et donc qui a tendance à avoir parfois, on va dire, des anticipations un peu courtes sur le capital. Parce que comme moi, j'achète tout le temps et que je me verse rien, parfois les banques vont me dire, bah là, on aimerait plus d'apport. Eh, mais j'ai déjà de l'apport là, j'ai déjà de l'apport là, j'ai déjà de l'apport là, j'ai déjà de l'apport là. Donc là, je ne peux pas mettre autant que ce que vous me dites. Bah, d'aller chercher un investisseur qui, lui, n'a pas la connaissance, qui n'a pas le profil technique que j'ai, qui n'est pas sur place, mais qui a du capital, là, ça peut être intelligent. Parce que lui, il ne peut pas faire ce que je fais sans moi, et moi, je ne peux pas faire l'opération sans lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, faut connaître en tout cas sa valeur. Il faut connaître sa valeur, là où on est bon, là où on est moins bon. Et justement, c'est dans les étapes d'un investissement immobilier, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Est-ce que c'est la partie recherche, négociation, la partie bancaire, la partie gestion de travaux? Ce serait quoi la partie que tu aimes le plus et la partie que tu détestes le plus? La partie que j'aime le plus, je dirais la recherche. La recherche, closer le deal. Ok. Et pourquoi Parce qu'il y a une vraie notion de Sherlock Holmes dans la recherche, et c'est là où moi j'arrive à faire un peu un parallèle en termes de stimulation cérébrale avec quelqu'un qui vient et qui me dit j'ai joué au rugby ce week-end, depuis j'ai mal au genou, je ne sais pas ce que j'ai, est-ce que vous pouvez regarder? Il y a une vraie notion de réflexion, d'interrogatoire, de diagnostic clinique, etc. Et dans l'immobilier, c'est un peu pareil. Au final, il y a ce même raisonnement de pensée, et ça, pour moi, c'est très satisfaisant intellectuellement. La partie banque, j'aime beaucoup aussi. Et la partie que j'aime le moins, je dirais, c'est la partie travaux. Ok, on est raccord là-dessus. Je déteste la partie gestion travaux. Ouais. Aller sur les chantiers, voir ce que l'artisan a fait, regarder pour le mobilier, aller choisir le type de parquet, c'est des choses que je déteste. Alors ça, moi, pour le coup, j'aime bien. Mais ce qui est inconfortable pour moi, c'est le fait de dépendre de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vraiment pas un profil d'entrepreneur. Moi, j'ai vraiment un profil de profession libérale. C'est-à-dire que là où je suis heureux, c'est quand je peux délivrer la valeur à mon patient, à mon client, à mon prospect, peu importe comment on l'appelle, sans aucun intermédiaire. Et là, je me sens vraiment bien. Tu vois, je me sens apaisé parce que tout repose sur moi. Alors qu'il y a des gens, si tout repose sur eux, ils sont sous l'eau. Parce qu'il y a trop de pression et si moi je m'arrête, il n'y a plus rien qui tourne. Moi, je veux que tout repose sur mes épaules. Parce que ce que j'aime pas, c'est me dire que si demain, je dois clôturer ce deal, je suis dépendant de ce mec-là. Et quand tu fais des travaux, parce que tu ne peux pas les faire toi-même, parce que tu ne peux pas être au four et au moulin, si le mec il fait de la merde, tu es dépendant de lui. Exactement. Parce que tu n'es pas sur place en train de tout vérifier. Et moi, c'est ça que je trouve inconfortable dans les travaux. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de bien s'entourer, de toujours avoir une bonne équipe d'artisans. Et maintenant, on y arrive avec le temps. Mais c'est, je pense, pour ça que j'aime moins cette partie-là, alors que la partie recherche, ça dépend que de moi. La partie banque, ça dépend que de moi. Évidemment, il y a l'intermédiaire, il y a le banquier, etc. Mais je ne compte pas sur le travail de quelqu'un pour aller au bout de ce que je veux faire. Et la partie de travaux, en plus, c'est généralement celle qui est le plus pesant psychologiquement aussi pour un investisseur. Et c'est pour ça que moi, je pars du principe qu'il va y a toujours avoir une erreur. Ça ne va pas se passer comme comme ça devrait. Moi, j'ai fait des dizaines de chantiers. Il n'y a jamais eu un chantier qui s'est passé correctement. Jamais. Et en fait, du coup, tu apprends au final et au fur et à mesure du temps, en discutant avec d'autres investisseurs, qu'en fait, ça se passe jamais correctement. Exactement. Qu'il y a toujours des aléas. Tu vois, un chantier il n'y a pas longtemps, moi, qui n'est pas pour moi, mais qui est pour ma petite sœur et mon beau-frère. L'artisan, il vient, il joue avec la clouteuse et il tire un clou dans un carré de fenêtre qui venait d'être posé. Ok. Et ça fait boum. Toujours, tu sais, où tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour jouer au pistolet laser avec une clouteuse, quoi? Et du coup, obligé de faire revenir le menuisier, changer le carreau. Tout ça, c'est un bordel monstrueux. Ouais. C'est des délais en plus, c'est des coûts en plus, etc. Et des coûts comme ça, mais il y en a tout le temps, en fait, sur un chantier. Et je pense que tu ne peux pas être investisseur si tu n'as pas vécu ce fameux moment où le lundi matin, tu es à 8h sur le chantier,
que tu as rendez-vous avec le plombier ou Ouais. Et qu'il y a l'électricien personne. et il y a personne. Et oui, mais je suis sur un autre chantier. Ouais, j'ai eu un dépannage, j'ai Voilà, eu une exactement. urgence. Tant que Ouais, t'as bah pas vécu ça. ça, tu peux pas dire que tu es investisseur immobilier Ouais, pour moi. ouais, ouais, c'est clair. Non, et ça a été toujours pareil, toujours dans les travaux, et c'est notamment ma plus grande leçon, c'est que maintenant je fais très attention aussi à bien payer les gens, Ouais, surtout pour les artisans, et aussi à faire attention à pas, notamment à partir d'un certain nombre de lots, diviser les équipes. ouais, C'était ma plus grosse erreur, c'est-à-dire que j'avais 8 lots à gérer et 8 lots à rénover en même temps, et j'avais pris une seule équipe. Alors il n'était pas tout seul, c'était pas un artisan qui était tout seul, mais il avait tous les corps de métier. Mais ce qui est problématique, en fait, c'est qu'on gagne de l'argent sur le devis, forcément, oui, parce parce que que, c'est un prix de gros. mais en termes de temps, ça prend beaucoup plus de temps parce que quand son équipe est sur un chantier, en fait, elle n'est pas sur l'autre. Bien sûr. Et au début, en fait, on veut faire, tu me fais déjà un appartement, comme ça, je peux le louer tout de suite, et ensuite, tu fais au fur et à mesure. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme Oui, ça. c'est pas pratique. C'est pas du tout pratique, surtout pour l'artisan. Il faut qu'il vienne faire sa démolition, qu'il a la benne. Ouais. Il va déjà tout casser tous les appartements, mais du coup, il met un peu ses outils partout, il sait plus ce qu'il fait, et il est Ouais. plus concentré. Et ça prend 3 fois plus de temps. Donc, il y a vraiment un aspect aussi temporel à prendre en compte, c'est que Ouais. il faut louer le logement le plus rapidement possible. Et c'est ce que j'appelle la vitesse d'implémentation. C'est le principe, tu sais, de la Formule 1. Ouais. Les meilleures écuries, c'est celles qui, quand la voiture arrive, tu es capable de la faire sortir, réparer, changer les pneus, ce que tu veux, en un minimum de temps. Et dans l'investissement immobilier, la question que je me pose maintenant, c'est j'ai l'acquisition. C'est en combien de temps le premier voyageur, c'est de la courte durée, le premier locataire peut mettre les pieds dans mon appartement. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça, parce qu'il y a la rentabilité qui arrive à ce moment-là et pas Bien avant. sûr. Et pas avant. Donc ça, pour moi, c'est ma plus grande leçon, c'est les artisans, et c'est le côté que j'aime moins. Et je te rejoins, c'est le côté que j'aime plus, c'est me mettre à table avec un banquier et comment je vais faire pour qu'il me dise oui. Pour qu'il me valide. Ouais. Et c'est ces aspects, en plus, tu sais, c'est super addictif. Ouais. Parce que tu rentres, tu essayes de trouver des solutions, etc. Et c'est un petit jeu aussi malsain, des fois, de te dire, Ouais, tout à fait. je vais essayer de demander beaucoup plus, voir où est-ce qu'on peut aller tirer la corde au maximum. Et Ouais, c'est vrai. je trouve ça assez drôle. Et justement, est-ce que tu peux nous partager une anecdote de ton parcours marquant? Est-ce que tu as vécu quelque chose d'atypique dans l'investissement immobilier, à part les artisans qui jouent à Spider-Man avec avec, le les, Le avec, pistolet à les, clous. avec les clous? Ouais, il y en a plein. J'ai eu une opération là dernièrement, une opération où je me suis associé en l'occurrence et où ça s'est pas super bien passé, sur un deal de marchand de biens justement. Et il y a eu la totale. Il y a eu l'arbre qui est tombé sur la maison. Après, on avait commencé à vendre à des gens. On a débarqué, on avait même pas signé de compromis. Et je débarque un jour sur le chantier et je vois que le mec a commencé la démolition. Ok. C'est-à-dire que la personne dit à l'un de mes associés, bah, est-ce que je peux vous prendre les clés pour faire les devis avec mes artisans et tout. Bon, on était en confiance, on a dit bah ouais, on vous laisse un jeu de clés, comme ça vous venez quand vous voulez. C'était un immeuble abandonné. Et en fait, 3 semaines plus tard, pas de nouvelles, mais des gens qui passent devant l'immeuble en sachant que c'était moi qui l'avais acheté, qui me disent ah, écoute, le soir, il y a de la lumière jusqu'à tard, on voit un mec qui descend avec des seaux et tout. Je dis non, c'est une blague. Je débarque sur place, je rentre au premier étage de cet immeuble et là, je vois que le mec, il a enlevé toutes les tapisseries. Il a enlevé les Il voulait tapisseries, faire de l'avance. il a enlevé les boiseries, il avait même démoli un mur. Enfin, un truc. Et t'arrives là et tu vois, tu dis mais le mec c'est un malade. Mm. C'est-à-dire qu'il n'est pas assuré. Moi je suis pas assuré pour mes travaux. On n'a pas signé de compromis. Il est même pas sûr d'acheter. Le compromis, Il y a même n'était pas de compromis. signé. Ah, là, c'est Ah non, dangereux, le mec par faisait contre. ses devis en fait avant qu'on signe le compromis. Et là, machin. c'est dangereux. Alors, pour la petite anecdote, j'ai un ami qui a fait ça. Ouais. C'est lui qui a fait les travaux, par contre. Donc, Ok. il a demandé les clés. Il a signé le compromis. Le compromis était signé. Il a commencé à faire les travaux le temps de la vente définitive. Sauf que, en fait, c'était la personne qui vendait, c'était un héritage. Donc, Ok. ils étaient plusieurs. Donc, sur le principe, en fait, les fils qui avaient récupéré l'appartement avaient dit oui. Et à la dernière minute, il y en a un qui a dit non, je veux plus signer, etc. Donc, il a fait les bon. travaux de la maison Pour rien. pour rien. Voilà. Donc, Non, faut jamais faire ça. Et moi, j'ai été dans la position où j'étais le vendeur qui débarque et qui dit putain, c'était sur un immeuble du 15e, il n'y a plus aucune tapisserie, les boiseries elles sont en bas, il y a un mur qui est écroulé, mais qu'est-ce que c'est ce bordel quoi. ok. Et ouais, ça a été une opération difficile. Ouais. On les a cumulés sur celle-ci. Et comment tu abordes justement la rénovation d'un bien immobilier? De manière classique, on va dire, pour de la location, tu es plus du genre à vouloir mettre des belles choses qui brillent, ou plus les investissements solides, c'est-à-dire qu'on essaye de faire quelque chose qui va tenir dans le temps, on réduit les coûts, on fait quelque chose quand même de propre. Comment tu abordes l'aspect travaux sur un bien immobilier? Du propre.
du propre et du pratico-pratique. Parce qu'il faut se dire un truc, c'est que quand vous louez un appartement à quelqu'un, un 2 pièces à 550 € par mois, si vous mettez une cuisine Roche-Beaubois, de 1, la personne en général ne le sait pas, parce que la personne qui loue un T2 à 550 € par mois, en général, elle ne connaît pas Roche-Beaubois. Et deuxièmement, si elle le connaît, elle sait qu'elle ne pourrait pas se payer cette cuisine. Donc, ça ne sert à rien en fait. Parce que, est-ce que ça va vous permettre de louer l'appartement plus cher ? Non. Est-ce que ça va vous permettre d'avoir moins de dégradation ? Non plus. Est-ce que ça va vous permettre d'avoir des meilleurs locataires ? Encore moins. Donc, à chaque fois qu'on fait un programme de travaux, et pour le coup, c'est moi qui les écris en général, je passe quasiment jamais par un architecte, je me pose la question, est-ce que chaque élément que je vais mettre dans mon appartement me permet de le louer plus cher ou de le louer plus facilement ? Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas le faire. Et j'ai l'exemple, il y a quelques années maintenant, d'une ancienne gestionnaire qui travaillait avec moi, qui gérait un peu mon parc locatif, qui, dans un de nos logements meublés, a mis une machine à laver. Machine à laver, ce n'est pas obligatoire pour faire de la location meublée. Elle me dit, j'ai vu qu'on l'avait au stock au dépôt, du coup, je l'ai pris et puis je l'ai installé. Je lui ai dit, mais vous savez que ça ne sert à rien ce que vous venez de faire. Elle me dit, pourquoi est-ce que le fait de mettre une machine à laver, ça va nous apporter plus de candidats locataires ? Non. Parce que de toute façon, on en a déjà 25 en attente qui nous ont envoyé leur dossier, ok. Est-ce que ça permet de le louer plus cher ? Non plus. Est-ce que c'est indispensable pour la location meublée ? Non plus. Donc du coup, vous avez mis une machine à laver qui peut tomber en panne et qui est maintenant notifiée sur l'état des lieux d'entrée d'un bail locatif, qui ne sert à rien. Sauf que si demain ça tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait ? On l'enlève ? Non, on la change. Parce que maintenant qu'elle est sur l'état des lieux d'entrée, ça veut dire que le locataire, dans son contrat de location, il paye une machine à laver pour le même prix. Et ça, typiquement, c'est un raisonnement qui a trait plus à l'affect. Okay. Et en se disant, si moi j'habitais dedans, j'aimerais une machine à laver. Oui, mais tu n'habites pas dedans. Les appartements qu'on achète, ce n'est pas des appartements pour nous, c'est des appartements pour une certaine cible, une certaine clientèle, et il faut que ce soit adapté à cette clientèle-là. Sinon, on perd de l'argent. Il faut arriver à être décoré de son investissement immobilier. Exactement. C'est une chose que j'ai pas eu trop de mal à faire. Ouais. J'ai toujours vu ça comme c'est de l'investissement, et comme je suis entrepreneur aussi à côté, c'est beaucoup plus facile pour un entrepreneur de faire la différence. Et je vois beaucoup de personnes qui sont attachées à leur bien immobilier. J'ai notamment un ami qui a fait sa première rénovation, qui a mis la meilleure des cuisines. Ouais. Il a mis le parquet chevron, tu vois, je vois. en collé. Ouais. Et le premier locataire qui arrive, il met une tache de confiture énorme sur le canapé, et son canapé à 2000 balles, tu vois, il tâche pareil en fait. Et c'est aussi dur d'enlever la tache de confiture. Donc non, effectivement, il faut toujours avoir son objectif final. C'est la rentabilité du bien. Tout à fait. Il y a quand même un aspect financier à la fin, il ne faut pas l'oublier. Et donc, effectivement, la vie est aussi beaucoup plus facile parce que tu as ton objectif. Et en fait, la seule réponse, c'est oui ou c'est non. Est-ce que ça te rapproche de ton objectif final ? Oui. C'est oui ou c'est non. En l'occurrence, là, la machine à laver, c'était non. Donc, voilà, la vie est plus simple quand on raisonne vraiment comme ça. Tout à fait. Et quelle est ta plus grande fierté dans ton parcours d'investisseur immobilier ? Ce serait quoi la chose que tu pourrais retenir, que tu écrirais sur ta pierre tombale, par exemple ? Que j'ai quasiment toujours tout fait en famille. Ok. C'est-à-dire que moi, sauf un investissement, sinon j'ai toujours tout fait avec mon papa, en l'occurrence, qui est mon principal associé sur quasiment tous nos deals. J'ai réussi à embarquer ma femme dans l'aventure, ma belle-maman, ma petite sœur, mon beau-frère, des amis assez proches, mon oncle et ma tante. Et pour le coup, ça prend une saveur beaucoup plus intense. Yes. Et beaucoup plus appréciable quand on partage l'aventure en famille. Yes. Donc du coup, il va y avoir une partie éducation, investissement immobilier pour la future génération. Ah oui, bien sûr, okay. Indispensable même. Ok, tu vas faire venir aussi tes petits-enfants sur les chantiers pour montrer... carrément. Ouais, carrément. Yes. J'ai un ami aussi qui fait ça, je trouve ça cool de déjà leur mettre un petit peu le pied à l'étrier. Ouais. J'ai une petite nièce qui est déjà venue avec moi sur certains chantiers, et tu sens, elle pose des questions, elle s'intéresse, etc. Et ça ouvre aussi l'esprit. S'il y a une personne qui hésiterait aujourd'hui à investir, qu'est-ce que tu lui conseillerais ? En tout cas, la première étape, parce que c'est bien souvent ça, c'est qu'est-ce que l'on doit. La question à se poser, c'est qu'est-ce que l'on doit faire demain, en fait. Pas forcément avoir déjà une stratégie. On peut avoir déjà pensé à ce qu'on veut aux finalités, mais demain, ce serait quoi la première chose à faire pour un investisseur ou pour une personne qui n'est pas encore investisseur et qui veut se lancer ? Comprendre comment ça marche. Je pense que le biais principal de notre société aujourd'hui en France, et l'école en est, je pense, une grande cause, c'est que apprendre par cœur et cracher, on sait faire. Comprendre comment ça marche, souvent, on ne sait pas faire. D'ailleurs,
qui a fait tous ses contrôles de physique, chimie au lycée en comprenant vraiment ce qu'on est en train de faire dans les exercices et n'a pas appris les exercices par cœur ou les avoir pris en photo sur son téléphone. Peu de personnes. C'est le fameux sketch de Gad Elmaleh. Exactement, exactement. Et je pense que la base de la base dans l'investissement au sens large et pas que immobilier, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses. Typiquement, mon exemple de machine à laver. Pourquoi est-ce que c'est contre-productif de mettre une machine à laver ? Typiquement, ma gestionnaire à l'époque l'a fait de façon mécanique parce qu'elle a appris par cœur que quand on rajoutait des options dans un bien meublé, ça permet de le louer plus vite. Mais elle n'a jamais compris pourquoi la personne disait ça dans l'article qu'elle a probablement lu dans un livre et pourquoi il ne faut pas le faire. C'est-à-dire qu'elle l'a fait mécaniquement sans réfléchir. Quand on fait de l'immobilier, on parle de 50 000, de 100 000, de 200 000, de 500 000 euros. Ce n'est pas des petites sommes. Et si jamais on n'a pas compris pourquoi on le faisait, comment on le fait et quel est le résultat final, ça peut très mal se passer. Et je dirais que les seuls cas d'investissement immobilier que j'ai rencontrés, alors pas me concernant bien heureusement, mais concernant d'autres personnes que j'ai rencontrées où ça s'est mal passé, c'est parce que les gens ont fait et en fait, ils n'avaient rien compris. Et ils n'avaient pas rien compris parce qu'on leur a mal expliqué, ils n'avaient rien compris parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre. Sauf que l'investissement immobilier, c'est une science. La science de l'investissement, de manière générale, c'est une science avec des métriques, avec des connaissances, avec des choses à analyser, à comprendre, des formules mathématiques. C'est pas je me lève le matin, j'ai vu un mec sur YouTube qui parle d'investissement, je vais visiter un bien, je sais même pas s'il est rentable, je fais une offre puis on verra bien. Mon notaire, de toute façon, il va bien me dire, ou la banque, elle va bien me dire. En fait, ça se passe pas comme ça. C'est sans aller à dire que c'est un métier à part entière, mais c'est vraiment une discipline à laquelle il faut se former. Il faut faire les choses dans l'ordre et je pense que la base de la base, c'est de comprendre comment ça marche. Ok. Est-ce que tu vois des grands changements qui vont arriver dans l'investissement, les prochaines années qui vont venir ? On en a parlé juste un peu en off. Il y a cet aspect crypto-monnaie où j'ai notamment reçu quelqu'un sur cette chaîne, un notaire excellent qui a fait la première vente en France de crypto-monnaie. Ouais. Est-ce que tu vois des grands changements, toi, à venir sur l'investissement immobilier ou tu penses que ça va rester comme c'est encore quelques années ? Alors je pense que oui, sur le plan fiscal, il va y avoir des évolutions. On en parle beaucoup en ce moment, c'est vraiment la thématique de cette fin d'année 2024. Je pense que lié au contexte macroéconomique français, il va y avoir de plus en plus de locataires. Okay. On voit que tout ce qui est fait en ce moment a l'air d'être fait pour qu'on produise de moins en moins de logements. Avec à la fois le DPE, à la fois l'augmentation des matières premières pour la construction, les difficultés de délivrabilité des permis de construire, les réglementations ABF qui sont de plus en plus sévères. Tout ça fait qu'on va produire de moins en moins de logements et qu'il y a de moins en moins de gens qui vont devenir propriétaires. Alors souvent, moi, quand je suis en soirée et que j'ai des potes qui n'ont pas encore investi et qui me disent « Ouais, mais pourquoi on devrait le faire ?» Tout ça, je lui dis « Je sais pas, tu préfères être le propriétaire du magasin ou le salarié du magasin ?» Et souvent, ils disent le propriétaire. Je dis dans ce cas-là, il n'a jamais été aussi urgent qu'aujourd'hui de devenir propriétaire d'un bien immobilier. Le sien ou des biens locatifs. D'ailleurs, les deux, c'est pareil. Et toutes les études économiques faites sur le sujet montrent que la différence sur un graphique qui fait sortir une personne du niveau de pauvreté, tu sais qu'en dessous de tel salaire, on peut estimer que tu es dans un statut de pauvreté par rapport à la moyenne française, tout ça. Ce qui fait la différence entre 40 et 60 ans, c'est d'être propriétaire de sa résidence principale. Ça change vraiment beaucoup de choses. Alors, ça change vraiment beaucoup de choses. Est-ce que tu es de la team il faut d'abord acheter sa résidence principale et ensuite faire du locatif ou l'inverse ? Je suis de la team, adaptez-vous en fonction de vos objectifs de vie et de vos besoins. Je pense que dans les deux cas, il y a moyen de bien gagner sa vie. Je pense que le piège de l'achat de la résidence principale et ce que les gens oublient, c'est qu'ils achètent pour vivre en pensant qu'ils ne revendront jamais. Il faut acheter et au moment où j'achète, il faut déjà savoir que je vais revendre parce que ça arrivera. Statistiquement, d'ailleurs, les gens qui achètent à 25-30 ans et qui restent dans le même bien jusqu'à 60, 65, 70, ça n'existe quasiment plus. En moyenne, c'est 3. 3 changements de propriété pour les Français. Donc tu vois, j'avais pas la stat. Mais... C'est 3 déménagements par famille, en moyenne. Donc du coup, c'est énorme. Donc il faut, au moment où j'achète ma résidence principale, ça a beau être ma résidence principale, je veux mettre une cuisine de chez Schmitt, je veux mettre des jolis meubles Roche-Beaubois, je veux des peintures de qualité, pas de la peinture premier prix de tel fournisseur. Certes, mais il faut aussi se dire que le but du jeu, c'est que quand je suis dedans, si je revends, je gagne de l'argent. Ça, c'est vraiment un truc qui est super important parce que c'est ce qui va faire la différence en termes d'enrichissement patrimonial. Certes, on va rembourser du capital tous les mois en payant notre banque, mais ce qui permet de faire sa résidence principale un semi-actif, si on peut l'appeler comme ça, c'est le fait de générer une plus-value par rapport au prix de départ. Yes. Donc de vendre plus cher que ce qu'on a acheté. Ok, parfait. Écoute, ce que je te propose, en tout cas, merci pour tous les conseils que tu nous donnes sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Et pour animer un petit peu cette fin de vidéo, je vais te faire un petit quiz avec 2 propositions.
Ça va permettre aussi de savoir ce qu'il y a un petit peu dans ta tête. Ok. Parler, allez, on va se le lancer et puis ça va nous permettre aussi, on va parler un petit peu de choses un peu plus personnelles. Est-ce que toi, tu serais plus investissement en ville ou en province du coup? Si Province. on est bon dans 200%. on est bon dans la 300% continuité même. de la vidéo. Ok, super. Rendement locatif élevé ou valorisation patrimoniale? Hmm. Allez, je dois en choisir un. Ouais, obligatoire. Valorisation patrimoniale. Ok, super. Appartement ou maison pour investir? Appartement. Ok. Acheter en solo ou en SCI? Pour moi, SCI. Solo ou en couple? Solo. Un bien qui rapporte ou un bien coup de cœur? Un bien qui rapporte. Investir avec ou sans travaux? Avec. Le bien parfait, proche des commerces ou des transports? Hmm. J'ai envie de dire transport. On a parlé juste avant. Tu en fais du coup. Immobilier ou bourse? Immobilier. Investir pour soi ou pour ses enfants? Pour ses enfants. Les vacances, déconnexion totale ou visite de biens? Déconnexion totale. Ok. Matinée productive ou session tard la nuit? Matinée productive. Team costard ou team décontracté? Team Costard. Livre papier ou livre audio? Livre papier. Tes week-ends parfaits en famille ou entre amis? En famille. Location courte durée ou longue durée? Longue durée. Un projet à la fois ou plusieurs en même temps? Plusieurs en même temps. Colocation ou location classique? Location. Classique. Financement 100% emprunt ou avec apport? Avec apport. On dit la Wi-Fi ou le Wi-Fi? Bah, je crois que je dis les deux. Ok. Et la petite dernière, tu es obligé de répondre soit l'un soit l'autre. Oussama Hamar ou Yomi Denzel? Ah, super dur. Allez, Yomi, vendu. Top, vendu. Bah, merci Timothée en tout cas. C'était un plaisir de te recevoir Merci sur la beaucoup. chaîne. Et puis bah, tu pourras nous dire justement où on peut aller suivre tous tes travaux. Parce que je pense qu'en plus en ce moment, je crois que tu es sur une rénovation un peu particulière d'un château. Yes, ouais, d'un château du XIIIe siècle, ouais. Super, donc ça va être super cool à suivre. Où est-ce qu'on peut te suivre du coup? Et ben sur YouTube, principalement, c'est là où je publie le plus de contenu sur mes aventures du quotidien. Alors j'aime bien dire que je crée pas de contenu, mais je documente ce que je fais au quotidien. Et je fais beaucoup surtout de vidéos pédagogiques où j'explique des complexes, des choses qui peuvent paraître complexes à première vue, mais qui ne le sont pas forcément. Et puis après, Instagram, LinkedIn, TikTok, toutes les plateformes. Super. Et ben en tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On mettra la chaîne YouTube de Timothée. On mettra aussi ton compte Instagram pour ceux Yes. qui sont plus sur mobile. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Voilà, n'oubliez pas de noter dans les commentaires le mot province et on vous enverra une liste des meilleures villes à investir pour 2024-2025. C'était Kevin avec Timothée. C'était un plaisir. Je vous remercie et à très vite pour de nouvelles vidéos.